Aujourd'hui, on va parler de moi, en toute simplicité. Ah bah ça va les chevilles? Ah non, on va aussi parler de toi et de n'importe qui en fait, parce qu'on a tous un point commun, voyez-vous, on a tous envie de se dire « j'existe ». Et par là, je veux dire que j'ai des expériences conscientes de façon plus ou moins continue, j'en ai eu par le passé et je continuerai d'en avoir à l'avenir. Et toutes ces expériences arrivent à une seule et même chose que je ne sais pas nommer autrement qu'en disant moi. Ouais, alors je me dis pas exactement ça tous les jours, mais maintenant que tu attires mon attention là-dessus, effectivement, c'est à peu près ça, oui, je suis bien un moi comme ça. Eh bien, n'en sois pas si sûr, car justement aujourd'hui, on va se demander si le moi existe. Et s'il n'existe pas, à quel vertige cela nous condamne-t-il ? Tout d'abord, essayons de clarifier en quel sens je vais parler du moi. Regardez et écoutez ceci. Pour votre gouverne, il s'agit d'un personnage de Street Fighter 2, Ryu pour être exact, pratiquant un Hadoken. Quart de tour avant plus coup de poing. Vous reconnaîtrez facilement que la perception de ce Hadoken n'a rien de simple, ça se décompose en fait en une multitude de petites sensations distinctes. Notamment, vous avez à la fois des perceptions visuelles, auditives, tactiles si vous tenez la manette, et puis d'autres encore éventuellement, et même lorsque toutes ces perceptions se produisent simultanément, il est très clair que ce sont là des choses bien distinctes. Cette multiplicité sensorielle ne nous donne pourtant pas l'impression que notre expérience consciente est divisée en plein de petits bouts de conscience séparés. Il nous semble plutôt que toutes ces sensations sont comme liées dans l'expérience consciente d'un seul et même moi. La chose qui perçoit cette animation et celle qui perçoit ce son, c'est une seule et même chose, c'est moi. Voilà donc en quel sens je vais parler du moi ici. Le moi, c'est ce qui est supposé faire l'unité de notre conscience. Et donc dire que le moi existe, c'est dire que cette unité existe bien, qu'elle a bien une certaine forme de réalité. Normalement, sauf en cas de certains troubles psychiques, on ressent de façon particulièrement claire l'unité de notre conscience au moment présent. Toutes les pensées et sensations présentes semblent bien liées, il me semble bien qu'elles m'arrivent toutes à moi, pour ainsi dire. Maintenant, essayez de vous souvenir du premier Hadoken que je vous ai montré il y a une minute ou deux. Vous vous en souvenez sans doute et il paraîtrait assez étrange de ne pas considérer que cette perception que vous vous souvenez avoir eue ne se rattache pas elle aussi au même moi présent. C'est bien le même moi présent qui a perçu ce Hadoken et qui perçoit maintenant ce Yoga Flame. L'unité du moi ainsi ne se réduit pas à l'unité instantanée d'un moi présent, c'est aussi et surtout une unité qui dure à travers le temps. Je le ressens d'une façon peut-être un peu moins nette que mon unité présente, mais tout de même ça reste assez fort et surtout c'est beaucoup plus important d'un point de vue pratique. Qu'est-ce donc qui fait l'unité du moi à travers le temps? Eh bien, dans le cas du Hadoken, il semble qu'on ait une réponse assez simple. Cela semble tenir au souvenir immédiat que vous en avez. On pourrait se dire ainsi que c'est la mémoire qui fait l'unité du moi, et les plus fidèles de la chaîne se souviendront qu'un certain John Locke avait justement proposé cela, et que si ça paraît plutôt tenable à première vue, en fait, après un examen minutieux, c'est une position qui pose beaucoup de problèmes. En effet, on a déjà exploré les labyrinthes de l'identité personnelle à travers le temps dans ces deux épisodes. Je ne vais pas y revenir, mais je vais prendre pour acquise la conclusion de ces vidéos, à savoir que cette notion d'identité est profondément déroutante. Du coup, si vous n'avez pas vu tout ça et que vous ne m'en croyez pas, ça vaut le coup d'y jeter un œil avant de passer à la suite. C'est plein d'expériences de pensée à base de téléporteurs à la Star Trek, et à la fin, normalement, l'idée d'un moi qui dure à travers le temps, l'idée d'une conscience qui ferait l'unité et l'identité de la personne, toutes ces choses-là devraient vous paraître hautement douteuses, voire tout à fait incohérentes. Mais si ces expériences de pensée sur l'identité personnelle nous paraissent tellement déroutantes, peut-être est-ce parce que nous faisions complètement fausse route. Nous partions en effet du principe qu'il y a une identité personnelle, une identité du moi à travers le temps, et c'est cette supposition qui nous mène à toutes ces impasses, à toutes ces bizarreries. Aussi, pourquoi ne pas partir plutôt dans la direction opposée? Et s'il n'y avait tout simplement pas de moi? Pas de moi, pas de problème. Oui, mais bon, pas de moi. Et c'est quand même un problème. Je dois reconnaître que c'est une position difficile à admettre, difficile même à penser réellement, mais que beaucoup de philosophes de première importance ont envisagé et soutenu et qui mérite un examen sérieux. Nier l'existence d'un moi, donc, c'est nier qu'il y ait quoi que ce soit qui fasse l'unité de notre conscience. On peut commencer par nier cette unité du moi à travers le temps, et ce n'est pas si difficile si on considère un passé très éloigné. Y a-t-il vraiment une unité entre mon moi passé qui jouait à Street Fighter à 8 ans et moi aujourd'hui qui ne m'en souvient presque pas? Par exemple, je n'ai aucun souvenir de la première fois que j'ai fait un Hadoken, chose qui aurait quand même pu me marquer. En somme, j'en suis tellement éloigné qu'il n'est pas si difficile d'admettre que mon moi enfant, mon moi à 8 ans, soit réellement un autre moi, soit réellement quelqu'un d'autre et non pas moi. Et en fait, même selon le critère de Locke, le critère de la mémoire, donc il y a un problème à considérer que je suis bien toujours le même moi si je ne partage pas vraiment de souvenirs avec ce lointain moi passé. Et je ne parle pas de tous les problèmes que posent les faux souvenirs et toutes ces choses-là.
Qu'en est-il d'un moi plus récent, comme par exemple ce moi qui a promis de faire une vidéo sur l'inexistence du moi et dont mon moi présent est en train de tenir la promesse? Je m'en souviens un peu mieux, mais après tout pas si bien que ça, et il ne paraît pas si difficile d'admettre qu'au fond, là non plus, il n'y a pas de réelle unité avec mon moi présent. La différence avec le cas du moi enfant n'est pas si grande que ça au fond. Même si c'est une pensée assez inconfortable, il n'est pas absurde de considérer que tous ces mois, du moi enfant jusqu'au moi d'il y a quelques semaines, quelques jours même, ce sont des mois tout à fait distincts les uns des autres. Liés en apparence par un semblant de continuité, surtout grâce au travail de la mémoire, mais aussi grâce à l'idée que je me fais de la continuité de mon corps, de mon organisme. Mais tout cela ne fait pas réellement l'unité de ma conscience à travers le temps, cela me donne simplement l'illusion d'une telle unité. Maintenant, qu'en est-il du moi d'il y a 3 minutes, celui qui a perçu le premier Hadoken de la vidéo? Est-il aussi distinct de notre moi présent? Une fois admis ce qui précède, il semble difficile de ne pas admettre ce point aussi, sinon où placer la limite temporelle? Est-ce que le moi dure une demi-heure? Mais alors qu'en est-il du moi d'il y a juste une seconde? Et le moi qui perçoit le Ha du Hadoken et celui qui perçoit le Ken? En somme, on peut difficilement défendre l'inexistence du moi à travers le temps sur des périodes longues sans en venir de proche en proche à défendre aussi soit qu'il n'y a qu'une succession de moi présents quasi instantanés, soit de façon plus radicale encore, mais au fond plus cohérente, à nier l'existence même du moi présent. Quand il y a perception simultanée de cette image et de ce son, il n'y aurait pas une seule et même chose qui a ces deux perceptions. En réalité, notre expérience consciente ne serait qu'un flux, ou plutôt une multitude de flux de micro-pensées et de micro-sensations en changement perpétuel. Mais j'ai vraiment pas cette impression. Mais c'est normal, tu as l'illusion d'une cohérence, d'une unité, d'un moi, et c'est le principe même d'une illusion. On a beau savoir que c'est une illusion, on ne peut pas s'en défaire. Par exemple, vous avez l'illusion que cette barre n'est pas d'une seule nuance de gris, et pourtant, elle l'est. Et vous avez beau le savoir, l'illusion persiste. Il en irait de même de l'illusion du moi. Même si vous étiez sincèrement convaincu que c'est une illusion, il n'en resterait pas moins très difficile de se défaire de cette illusion. Ceci dit, peut-être qu'avec un peu de LSD, ou de l'ayahuasca pour être un peu plus chic. Comme ça, je t'ai bien niqué ta monétisation. Oui, ou alors par la méditation, c'est mieux. Et tant qu'on en est à parler de méditation et d'états de conscience dans lesquels on arriverait peut-être à se défaire de l'illusion du moi, parlons un peu de bouddhisme. Cette idée qu'il n'y a pas de permanence ni d'unité dans les choses, mais rien que des flux sans consistance, idée qu'on pourrait aussi rattacher en Occident à la figure d'Héraclite, mais passons. C'est une idée fondamentale dans le bouddhisme. En particulier, un être vivant dans la tradition bouddhique n'est qu'une somme de 5 skandhas, c'est-à-dire 5 agrégats perpétuellement changeants. Un agrégat de matière, un agrégat de sensation, un agrégat de perception, un agrégat de volition et un agrégat de conscience. La traduction de ces termes est sûrement très discutable, mais peu importe, ce qu'il en ressort en tout cas, c'est que considérer l'être vivant, cet agrégat d'agrégats, comme ayant une unité, comme formant un moi, ça ne peut être qu'une illusion. Et c'est justement le sens de l'anatman, une des doctrines fondamentales du bouddhisme, sinon la doctrine fondamentale. Il n'y a pas de moi, il n'y a pas d'âme, pas d'essence permanente d'un être vivant. Aussi, le nirvana des bouddhistes n'a rien à voir avec l'idée de paradis ou avec l'idée d'un bonheur personnel perpétuel. Ce serait plutôt quelque chose comme l'état de vacuité absolue que l'on atteindrait en parvenant à se détacher complètement de l'illusion du moi et de toutes les souffrances qu'elle engendre pour embrasser pleinement cette vérité toute simple. Je n'existe pas. Quelle délivrance, comprendre que l'on n'est rien. Justement, je crois que le monstre vert vient d'y arriver là. Ah ouais, c'est carrément moins vendeur que l'idée que je m'en faisais, le nirvana. Mais dans le bouddhisme, il n'y a pas tous ces trucs avec le karma, la réincarnation, comme quoi faut pas écraser les fourmis parce qu'il pourrait y avoir l'âme de ta grand-mère dedans. Dans le bouddhisme, encore une fois, il n'y a pas d'âme ni de moi, c'est un point central de cette pensée. Donc il n'y a pas plus l'âme de ta grand-mère dans cette fourmi qu'il n'y a d'âme ni de moi dans ce que tu appelles bien naïvement moi. Moi, toi. Ok. Rien n'est moins bouddhique que cette idée d'âmes éternelles transitant de corps en corps. C'est plutôt une idée hindouiste en fait. Et c'est aussi le genre de truc que racontait Platon quand il savait plus quoi dire à la fin de ses livres. Mais bref. Je me dis qu'il est tout de même extraordinaire qu'une idée aussi vertigineuse et contre-intuitive que l'inexistence du moi soit au fondement de ce qui est aujourd'hui la 4e religion du monde. Même si tous ceux qui se désignent comme bouddhistes aujourd'hui ne défendent pas forcément en toute cohérence que leur moi n'existe pas. Loin de là. C'est quand même un peu étrange de faire de si grosses statues pour célébrer l'existence d'un type qui était convaincu de pas exister.
Du côté de l'Occident aussi, l'idée que le moi n'existe pas a fait son chemin. L'un de ses défenseurs les plus connus est au XVIIIe siècle le philosophe écossais David Hume, l'un des philosophes les plus importants de l'histoire. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Et ce brave écossais, bien empiriste comme il faut, n'aimait pas beaucoup cette âme, substance pensante dont Descartes et les cartésiens ne cessaient de parler depuis un bon siècle, et dont je parlais moi-même dans un des premiers épisodes de cette chaîne. Mon Dieu, tout ça ne nous rajeunit pas. Voilà donc ce que Hume écrivait contre le cogito de Descartes. Il est des philosophes, et on s'imagine bien qu'il pense à un Français à moustache lorsqu'il dit ça, qui imaginent qu'à tout instant nous sommes intimement conscients de ce que nous appelons notre moi, que nous sentons son existence et sa continuité dans l'existence, et que nous sommes certains, par une évidence plus claire que celle de la démonstration, de sa parfaite identité et de sa parfaite simplicité. Pour ma part, quand je pénètre au plus intime de ce que j'appelle moi, je tombe toujours sur telle ou telle perception particulière de chaud ou de froid, de lumière ou d'ombre, d'amour ou de haine, de douleur ou de plaisir. À aucun moment je ne puis me saisir moi sans saisir une perception, ni ne puis observer autre chose que la dite perception. En somme, Descartes avec son cogito aurait eu tort de considérer que ce dont nous sommes absolument certains, c'est de l'existence d'un moi, au sens d'une unité et d'une continuité de la conscience. En fait, la seule certitude à laquelle l'expérience consciente nous donne accès, c'est qu'il y a de l'expérience consciente, ce que Hume nomme ici des perceptions. Une suite de perceptions dont il n'est pas clair qu'il y ait un moi derrière. La certitude absolue n'est pas que moi je suis, moi j'existe, comme le soutient Descartes, ego sum, ego existo, mais simplement il y a des perceptions. Russell, dont je parlais dans un autre épisode, aurait parlé de sense data. La certitude primitive, c'est qu'il y a des sense data. Un flux constamment changeant de données d'expérience. Voilà tout. Et de là, Hume tire la conclusion finalement assez naturelle mais assez dérangeante que nous ne sommes rien d'autre que cela. J'ose me risquer à affirmer que les hommes ne sont rien d'autre qu'un faisceau ou une collection de différentes perceptions qui se succèdent les unes les autres avec une inconcevable rapidité et qui sont dans un perpétuel flux et mouvement. Notez qu'on croit aujourd'hui que Hume a pu avoir une connaissance indirecte du bouddhisme en discutant avec des missionnaires jésuites revenus de Chine, et si tel est le cas, ce passage en porte la trace la plus nette. Mais il faut bien noter que Hume n'est pas aussi radical que le Bouddha, il n'invite pas les hommes à viser un nirvana où nous serions enfin libérés de cette illusion du moi. J'avoue, il a pas l'air de viser le nirvana, ce bon David. Certes, ce que nous appelons moi n'est en fait qu'un faisceau de perceptions en perpétuel changement, sans unité, sans simplicité, sans permanence, donc pas du tout un moi finalement. Mais pour autant, nous n'avons peut-être pas tort de faire comme si il y avait une telle unité et de la désigner par ce mot « moi ». Cette unité est fictive, donc le moi est une fiction, mais c'est une fiction utile à toutes sortes de choses. Par exemple, utile à la survie de l'organisme ou utile à l'organisation sociale. Pourquoi éviter la dissolution de ce corps si je ne suis rien? Et pourquoi tenir des promesses si je ne crois pas que le moi passé qui les a faites est aussi mon moi présent? Je vais quand même pas m'embêter à tenir les promesses de quelqu'un d'autre qui n'existe même pas. Bref, les amateurs d'explications évolutionnistes pourront trouver 1000 avantages adaptatifs à l'apparition et la persistance de cette illusion du moi dans notre cognition. I never get enough sleep. I stay up late at night because I'm night guy. Night guy wants to stay up late. What about getting up after 5 hours sleep? Oh, that's morning guy's problem. That's not my problem. I'm night guy. La reconnaissance que le moi n'est qu'une illusion ne s'accompagne donc pas forcément du rejet ni même de la condamnation de cette illusion. Sans doute est-il plus raisonnable de faire avec ce moi fictif mais utile, tout en gardant dans un coin de sa tête cette petite idée dérangeante, obsédante, presque inconcevable et pourtant irréfutable, qu'en réalité, non, tu n'existes pas, tu n'es qu'un flux de perceptions sans aucune unité. Oh ça va, tu sais, moi je fais jamais attention aux voix qui parlent dans le coin de ma tête. Hein. Non mais par contre, toi vraiment t'existes pas, t'es juste une création de mon esprit, tu sais. Tu vois par exemple là, j'ai rien entendu. Au demeurant, est-il forcément si effrayant de songer que le moi n'existe pas? J'avais dans l'idée de terminer cet épisode dans la joie et dans la bonne humeur en parlant de la mort, en parlant du rapport de tout cela à la perspective de mourir. Ah bah oui, parlons de la mort, c'est toujours sympa. Mais tout cela est déjà fort long et je me dis qu'un épisode entier sur la mort et sur les raisons que tel et tel philosophe ont pu nous donner de ne pas en faire toute une histoire, eh bien ce serait assez intéressant. Je vais donc déléguer à un fictif moi futur la tâche de faire cet épisode que vos tout aussi fictifs moi futurs auront, je l'espère, quelques plaisirs à regarder. Et sur ces bonnes paroles, je vais laisser s'éteindre ces flux de perceptions visuelles et sonores qui composent cette étrange vidéo. Night guy always screws morning guy.
Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère que dorénavant vous contemplerez avec ravissement la vertigineuse possibilité de ne pas exister. N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans lequel je ne vous en voudrais pas d'user d'une première personne fictive, on se comprendra. Vous pouvez aussi participer à ce flux de pouces qui traverse YouTube comme autant de perceptions diverses, et si ça peut l'aider à mieux percevoir ma vidéo justement, eh bien j'en serais ravi. Vous pouvez aussi partager cette vidéo sur les réseaux sociaux auprès de tous ces moi qui ignorent qu'il n'existe pas, afin justement qu'ils ne l'ignorent plus. Je signale d'ailleurs que les 2 premières vidéos sur l'identité personnelle ont été sous-titrées en anglais et j'espère que celle-ci le sera bientôt peut-être. Comme ça, vous pouvez aussi partager ça auprès d'amis anglophones. Un grand merci à Tony qui a contribué pour ces sous-titres. Enfin, vous pouvez envisager de me soutenir financièrement sur Tipeee qui constitue ma principale source de rémunération et je remercie chaleureusement tous les tipeurs et notamment ceux du mois dernier car c'est leur vote qui a déterminé le choix de ce sujet pour cette vidéo. Et je ferai bientôt un nouveau vote de ce genre, je le fais une fois par mois pour ceux qui ne seraient pas au courant. En tout cas mes chers tipeurs, c'est grâce à votre soutien et à vos dons que je continue à faire des vidéos, donc que vous existiez ou non, encore une fois un grand merci. Sur ce, je vais me taire et retourner au néant, quant à vous, portez-vous bien et surtout prenez garde aux vertiges métaphysiques.